Mais vous ne croyez pas, Guillaume Fard, à cette idée d'une prise de conscience tout de même ? Je ne suis pas dans l'esprit de Cédric Jubillar, je ne parle pas pour lui, je ne sonde pas les cœurs et les âmes. Non, ça, non. En revanche, il y a au moins 2 déclarations contradictoires de 2 personnes qui ont vu Cédric Jubillar. Son ancien conseil, son conseil actuel. Pierre Debuisson, son avocat actuel, Alexandre Martin sur ce plateau dimanche, qui a été son avocat pendant 5 ans. Pendant 5 ans, Alexandre Martin est allé voir Cédric Jubillar en détention avec sa consoeur Emmanuelle Franck. Ils ont décrit ne jamais, je les cite, avoir vu un légume. Bon, donc la thèse de Cédric Jubillar qui serait sous excès de médicaments et dans l'incapacité totale de raisonner, de parler et donc d'expliquer ce qu'il a fait, elle est à minima contredite ou contrebalancée par le fait que ceux qui l'ont approché, ceux qui l'ont vu, c'est-à-dire ses conseils pendant 5 années, n'ont jamais observé ça. Et maintenant, son conseil, qui ne l'a eu comme client que pendant même pas 1 année, c'est-à-dire que c'est 5 fois moins de temps, voire davantage, dit eh bien moi je constate que mon client est complètement inhibé dans sa parole par la prise de médicaments. C'est un peu court, et en tout cas c'est largement contrebalancé par ceux qui l'ont approché plus souvent, plus régulièrement et pendant plus longtemps. Donc en fait on voit se construire une ligne de défense dont il ne faut pas être dupe. Un avocat est tout à fait libre avec son client d'imaginer une ligne de défense qui consisterait à dire que la parole de Cédric Jubillar a été inhibée par la prise de médicaments pendant 5 ans et que donc ça explique qu'il ne parle que maintenant. Mais reste une question, de toute façon elle sera posée devant la cour d'assises d'appel. C'est pourquoi attendre autant d'années pour dévoiler ce qui est probablement la localisation du corps de son ex-épouse, alors même qu'il aurait très bien pu le dire si cette mort revêt un caractère accidentel comme il semble l'avoir déclaré à son avocat. Il aurait très bien pu le dire d'entrée de jeu. Donc le long cheminement et le caractère opportuniste de ces révélations maintenant sera de toute façon questionné pendant les débats lors du procès en appel. Les ossements sont retrouvés à plusieurs dizaines de centimètres, donc très peu profondément, Guillaume Fard. En fait, ça pose la question, mais cette question a déjà été posée lors du procès en assises, dans la cour d'assises du Tarn, de la manière dont les investigations ont été menées, et j'ajouterais dirigées par les 2 magistrates à l'époque en charge de l'instruction. Parce que quand vous avez des moyens très conséquents qui ont été déployés, je rappelle que les recherches ont mobilisé plusieurs dizaines de gendarmes au départ. Il y a eu une dizaine d'enquêteurs qui a travaillé. À un moment donné, Cédric Jubillar, si vous vous en souvenez, aurait dit à son codétenu qu'il aurait dissimulé le corps de Delphine dans une ferme. On a envoyé un régiment du génie fouiller cette ferme. Et ça n'a strictement rien donné. Des spéléologues spécialistes de la gendarmerie avaient un temps exploré des excavations et avaient fait des recherches même spéléologiques pour voir si le corps n'était pas dissimulé dans une grotte ou dans une sorte d'excavation de crevasse, parce que c'est une région, Cagnac-les-Mines, comme son nom l'indique, où il y a beaucoup de souterrains et un relief un peu accidenté. Donc tout cela a été fait. Concernant l'IRCGN, enfin l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, ils ont fouillé la voiture, ils ont regardé évidemment la maison qui a été passée au Blue Star pour rechercher les traces de sang. Ils sont venus avec un géoradar pour regarder si derrière les cloisons, dans le sous-sol, il y avait rien de dissimulé. Beaucoup de points d'intérêt ont été fouillés. Il y a même des zones qui ont été des faux positifs en termes de bornage téléphonique qui ont fait l'objet de fouilles et de recherches. Tout cela n'a strictement rien donné. Et donc en fait, ça a abouti au fait que lors du procès, les enquêteurs ont passé un très mauvais moment quand ils sont venus déposer. Alexandra peut en témoigner, parce que ce qu'ils avaient à présenter comme élément à charge était tout le moins fragile. Et la question qui se pose, c'est si Cédric Jubillar, le 6 juillet dernier, n'avait pas décidé via son avocat de communiquer un certain nombre d'éléments, que se serait-il passé ? Combien de temps aurait-il encore fallu pour que on finisse par localiser ce qui est probablement le corps de son ex-femme. En fait, ce qui déclenche le fait qu'on passe d'une enquête sans aveu, sans scène de crime, sans corps, à une enquête avec aveu, probablement un corps et sans doute ensuite une scène de crime, c'est sa parole. Et donc, de bout en bout, les enquêteurs courent après Cédric Jubillar plutôt que l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont été suiveurs, jamais meneurs. Ils ont beaucoup subi. Et ils n'ont jamais vraiment été en maîtrise du personnage qui a fixé jusqu'au bout
le calendrier, sa temporalité, son tempo. C'est lui qui décide que bien c'est à son avocat qu'il doit faire un certain nombre de révélations et qu'il les fait maintenant.